Nouvelle conférence des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine, conférence intitulée Adaptabilité, accessibilité, un défi démographique, social et économique. Je suis Corentin Petréjon, journaliste chez Betty Actu, et j'ai le plaisir d'introduire la présentation qui va suivre. Évidemment, on en parle beaucoup au travers de toutes les conférences de cette troisième édition des Assises, mais le logement ne cesse d'évoluer, voire de se réinventer, a fortiori dans le contexte très particulier qu'on connaît depuis bientôt un an. Donc mars 2020, l'arrivée de la pandémie de Covid sous nos latitudes. Cette crise sanitaire, donc économique et sociale, nous a amené à reconsidérer les caractéristiques de notre habitat et aussi ce que l'on en attend au quotidien. On réfléchit davantage aux questions de santé, de bien-être, d'usage également, avec la généralisation du télétravail. Mais il est un sujet qui, crise ou pas, revient à intervalles réguliers sur le devant de la scène, c'est celui de l'adaptabilité, de l'accessibilité des logements. On a une population âgée qui est de plus en plus importante, qui vit aussi certainement de mieux en mieux et donc par conséquent plus longtemps. Et il faut également pour ces seniors penser aux limites, voire aux risques de tous les jours, comme par exemple les chutes et autres accidents du quotidien. Un public qui a en outre, bon, comme nous tous certes, mais peut-être plus particulièrement, fait les frais d'un isolement social assez prononcé à cause des périodes de confinement qu'on a pu connaître depuis un an. Donc, à l'heure où l'on insiste sur la nécessaire massification des chantiers de rénovation énergétique dus à l'usure du parc immobilier, comment peut-on concilier les enjeux du logement de demain avec le vieillissement de la population et tout cela à l'aune de la crise du Covid? Pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Meunier, directeur général de Filien Écoute ADMR, et Jean-Philippe Arnoux, directeur Silver Economy chez SGBD France. Bonjour messieurs et bienvenue. Vous êtes tous les deux membres du Conseil national de la Silver Economy et co-auteurs du rapport Des logements adaptés pour une vie autonome. Donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. C'est à vous. Bonjour à tous, merci Corentin. Bonjour à tous, je suis Hervé Meunier, directeur général de Filien Écoute ADMR, l'un des plus grands téléassisteurs en France. Dans cette première partie de la présentation, je vais me focaliser plus particulièrement sur la vie à domicile. La vie à domicile qui fait apparaître des besoins d'adaptation du logement et une fois le logement adapté, le logement bien adapté, eh bien, comment se déroule la vie au domicile. Parce que la vie des seniors est très souvent marquée par une question de premier plan, la question des chutes au domicile. La question des chutes à domicile, ça représente 80% des accidents de la vie chez les plus de 65 ans. Donc, il s'agit bien de quelque chose qui est très important. Les téléassisteurs, par exemple, traitent à eux seuls plus de la moitié des chutes qui sont enregistrées par l'ensemble des seniors en France, qui traduit aussi cette volonté des seniors de se protéger à leur domicile. Et les chutes sont de gravité extrêmement diverses, puisque dans l'ensemble des chutes que les téléassisteurs traitent, il y a des chutes qui engagent qui correspondent à une urgence vitale pour les personnes et qui nécessitent l'intervention des secours, mais aussi des chutes qui sont de moindre importance. Les chutes, parce qu'elles sont nombreuses et parce qu'elles sont importantes, eh bien, un chiffre est marquant, c'est qu'elles représentent plus de 2 milliards d'euros de dépenses pour les collectivités. Et on dénombre chaque année 12 000 décès immédiats. C'est un chiffre qui est considérable, d'autant plus que on constate, les téléassisteurs constatent que ces chutes, à partir du moment où elles sont prises en charge très rapidement par le service de téléassistance et par les services de secours d'urgence, eh bien, on minimise la gravité de la chute et la prise en charge médicale, en particulier s'il y a une urgence vitale, est un facteur de maintien de l'autonomie à domicile. Et donc, après la chute, après l'hospitalisation éventuelle, d'avoir la capacité à revenir au domicile. Ces chutes, elles sont assez régulièrement, pour ne pas dire majoritairement,
causée par une question d'inadaptation du domicile. Le domicile n'est plus adapté à l'autonomie du senior et elle manifeste ce besoin d'adaptation du logement dont on va parler à l'occasion de cette présentation. Mais pour la vie qui se déroule à domicile, il y a la vie des seniors, mais il n'y a pas que la vie des seniors qui est en question en matière d'adaptation du logement. Parce que les seniors vivant à domicile ont besoin très souvent d'aide à leur domicile et ça veut dire que leur maison, leur appartement est aussi un lieu de travail. Et la question de l'adaptation du logement, c'est aussi une question de sécurité, de prévention des risques professionnels. Les chiffres de l'assurance maladie sont marquants puisque le taux d'accident du travail chez les professionnels de l'aide à domicile sont 2 fois plus importants que l'ensemble de la moyenne de toutes les professions confondues en France. Et là encore, ces accidents professionnels sont très souvent liés à une inadaptation du logement, soit parce que le logement est encombré, mal équipé, et à ce moment-là, le salarié à domicile, lui aussi, va être victime d'une chute, ou bien le logement ne va pas être adapté au niveau de service dont le senior qui réside dans ce logement a besoin. Donc la question de l'adaptation du logement doit à la fois prendre en compte la vie du senior à domicile, doit prendre en compte le rôle de l'aide à domicile qui se rend chez le senior. On voit bien que la perspective de l'adaptation du logement, c'est une perspective complète. Elle ne concerne pas que la sécurité du senior. Un autre facteur qui est important dans l'aménagement du domicile, moins directement lié à la sécurité physique, à la façon dont le logement s'organise à l'intérieur, c'est aussi le logement dans son environnement et dans son environnement proche. Parce que, et ça c'est quelque chose qui a été particulièrement flagrant et particulièrement bien révélé pendant la période de confinement que nous avons vécue à cause de la crise de la Covid en 2020, il y a cette question de l'isolement, qui peut être un isolement social, qui peut être un isolement géographique. Et dès lors qu'on est dans des situations de confinement, eh bien, ces 2 facteurs d'isolement social et d'isolement géographique prennent une ampleur qui devient là considérable et qui a un impact sur la santé, tant mentale que physique, du senior. Alors, des solutions sont possibles, des solutions sont envisagées, et notamment des solutions technologiques. C'est un vrai progrès pour les seniors, mais il faut aussi être lucide, faire preuve de discernement sur les technologies de l'information et dès lors qu'elles nécessitent une connexion avec l'extérieur, puisque en moyenne, en France, 53% des plus de 80 ans n'ont pas accès à Internet. Et il y a une très grande diversité de territoires et c'est là aussi une inégalité qui s'ajoute à celle que vivent déjà les seniors, puisque par exemple dans les grandes métropoles, eh bien, ce taux d'absence d'accès à l'Internet est très faible. Et par contre, il peut atteindre des chiffres considérables, certains sur des territoires ruraux. Certains territoires ruraux, ce chiffre approche les 80%. Et ce n'est pas que la question de l'équipement du senior avec des outils technologiques de l'information, c'est aussi une question de déploiement de l'Internet suivant les territoires. Et on doit constater que malheureusement, en 2021, il y a encore de nombreux territoires ruraux qui sont éloignés de l'Internet et qui ne permettent pas aux seniors de pouvoir communiquer avec ce type d'outils. Donc, l'adaptation du logement du point de vue de la vie du senior à domicile a de multiples facettes, des facettes liées à la sécurité des seniors,
des facettes liées à la sécurité des salariés, de l'aide à domicile et des moyens de communication de façon à pouvoir rompre l'isolement social, géographique, technologique du senior. Merci. Merci Hervé. Bien, bonjour à tous. Merci Hervé, merci Corentin. Donc Jean-Philippe Arnoux, moi je m'occupe de toutes les thématiques justement de vieillissement de la population, de silver economy et d'accessibilité chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Alors Corentin l'a dit tout à l'heure, le logement, j'ai intitulé le nœud gordien des grandes transitions parce qu'effectivement aujourd'hui, on ne le sait pas, mais on passe plus de 80% de notre vie dans des bâtiments, que ce soit son lieu de travail et son domicile. Et puis quand on vieillit, c'est souvent, le plus souvent son domicile. Et il y a quelques grandes transitions, évidemment, qui nous viennent à l'esprit. La transition énergétique, qui est sous le feu de l'actualité, hein, et qui, je dirais, est le fruit déjà de 20 années d'efforts, hein, depuis les premières réglementations thermiques pour rehausser, je dirais, les performances thermiques des bâtiments pour faire baisser les émissions carbone. Il y a tout ce qui est le vieillissement du parc existant. On a vu les opérations Cœur de Ville, par exemple. On a vu des événements dramatiques aussi avec du logement très dégradé. Et puis, ce vieillissement de la population qui va quelque part amener en fait un besoin de sécurité et de confort augmenté par rapport à des populations vieillissantes et qui amène aussi, je dirais, à des sujets très techniques. Hervé a commencé à le dire, cette touche d'humain, cette dose d'humain où l'humain doit redevenir au centre de toutes nos préoccupations techniques et technologiques. Alors, sur la slide d'après, en fait, quelques grands chiffres. Hervé, si tu m'entends. Voilà. Quelques grands chiffres que j'aime rappeler parce que pour montrer à quel point aujourd'hui, cette politique d'adaptation du logement et de transition démographique n'est pas, je dirais, culturelle dans notre pays. On reste un pays finalement du cure, du soin, hein. On intervient souvent a posteriori et pas forcément en prévention, ce qu'on appelle le care. Bon, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on a 32 millions de logements anciens avec un taux de renouvellement par les bâtiments neufs qui est à peine de 1% les meilleures années. Là, on est loin de ça, hein. Il faudrait arriver quasiment, c'est ça, à 360-400 000 logements par an. Et ça fait une bonne décennie qu'on n'a pas atteint ce niveau de construction. Tout ça pour dire que, bien sûr, il y a eu la loi Elan, il y a des mesures, hein, et on verra que je terminerai par ça, mais le pic démographique va se produire dans les 10, 15, 20 ans à venir. Donc, avec un taux de renouvellement de 1% par de la construction neuve, ces logements pourront être les plus accessibles du monde, qu'on n'apportera pas, je dirais, la solution à des millions de besoins. La loi Elan, je vais finir par ça, en fait, traite finalement beaucoup du handicap. 600 000 personnes en fauteuil roulant. Là, on parle de 6 millions de 75 ans et plus. Donc, un chiffre qui va doubler dans les 10 ans à venir, hein, soit à peu près 3,5 millions, du fait de l'arrivée en âge de 75 ans et plus des générations du baby-boom. Ensuite, en matière de budget, hein, d'accompagnement, on sait que je dirais, voilà, il faut inciter les ménages à faire des travaux qui seront utiles pour la planète ou pour eux. Donc, il y a des subventions. On le voit en ce moment avec MaPrimeRénov', hein, le nouveau dispositif facilitant de l'Agence nationale pour l'habitat. Mais finalement, on s'aperçoit que la part des fonds alloués à l'adaptation du logement est infinitésimale par rapport à… Alors, c'était le PLF de 2019, mais la politique du logement engloutit entre 18 et 20 milliards d'euros en France et que les sommes allouées à l'adaptation des logements étaient, avant l'arrivée d'Action Logement, mais on y reviendra, de 150 millions d'euros. Donc, autant vous dire qu'il ne se passait rien avec ça, avec en plus des procédures très compliquées qui faisaient que les gens n'étaient pas forcément incités. Alors, effectivement, est arrivé Action Logement, qui a mis en place son plan d'investissement volontaire pour aider 200 000 ménages à rénover leur salle de bain. Alors, je parle presque au passé parce que malheureusement, on vient d'apprendre, pas plus tard que vendredi, que Action Logement, enfin, en accord évidemment avec l'État, a décidé de réallouer ses budgets à de la construction de logements sociaux. Je ne remets pas en cause, je dirais, ce choix, parce qu'effectivement, on manque de logements sociaux. Par contre, ils avaient réussi à créer une lame de fond pour adapter des logements, pour commencer à parler à grande échelle du sujet. Et du jour au lendemain, les budgets sont coupés de 50, voire 70%.
Donc, ce qui était prévu jusqu'à fin 2022 va au mieux durer jusqu'à juin 2021, dans le meilleur des cas. Et pour moi, c'est un peu un acte manqué, malheureusement, parce qu'on commençait enfin à parler sur la place publique que vieillir n'était pas une maladie ou une fatalité, que vieillir, ça s'organisait et que ça commençait par adapter son environnement pour le rendre plus sécurisé pour soi et pour les proches aidants ou les professionnels, et puis avec potentiellement des moyens technologiques qu'a émis Hervé. Le fait est, c'est que bon, aujourd'hui, on en est là, et c'est pour ça que Luc Broussy s'est vu confier un rapport interministériel pour essayer de, reviens encore avant, je n'ai pas fini Hervé, pour, je dirais, amener des solutions. Également une impossibilité, bon déjà les gens ne veulent massivement pas aller en EHPAD, hein. À 90% ils veulent rester chez eux, mais que de toute façon on sait très bien que les EHPAD ne sont pas la solution. Il y a 700 000 places aujourd'hui, on n'aura jamais la capacité de construire à l'horizon 2040 le nombre de places nécessaires. On sait également que le coût de soutien à domicile est moins cher en termes de prise en charge avec un bon équipement que, je dirais, un placement en institution spécialisée. Et juste, je fais un parallèle sur la loi Elan. On a l'impression que parce que le législateur a pondu une loi, que ça va permettre d'apporter des solutions à tout. Elle a été conçue autour du handicap. Et aujourd'hui, il faut absolument savoir que les solutions qu'on apporte aux personnes âgées ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on apporte aux personnes handicapées. Il y a beaucoup de subtilités. Et je dirais, traiter le grand âge, c'est vraiment individualiser la solution, là où souvent le handicap, on est capable de le normer, puisqu'il s'agit d'organiser finalement le logement autour du fauteuil roulant. Mais je prends toujours l'exemple d'une salle de bain conçue pour une personne handicapée, avec son fauteuil roulant, donc très grande, avec de larges dégagements, hein, des cercles de giration, qui peuvent devenir dramatiquement dangereuses pour une personne âgée. Alors tout l'enjeu, et là on peut y aller sur la slide suivante, c'est vraiment de mieux flécher finalement le parcours de je veux rester chez moi, quelque part, quelle serait la chaîne de valeur positive la plus apte à accompagner des populations. La première chose, et on avait commencé par là avec Hervé, c'est vraiment communiquer. Aujourd'hui, il y a eu énormément de campagnes de communication, notamment autour de la transition énergétique. Depuis 1973, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. J'économise, j'éco-rénove. Il y a eu une petite campagne sur la thématique de l'adaptation du logement conduite par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Mais quand vous mélangez faire des travaux chez soi avec la maladie d'Alzheimer, trouver un EHPAD ou l'aide personnalisée à l'autonomie, autant vous dire que vous vous adressez à un public de seniors qui n'imprime pas le message parce qu'on mélange beaucoup les sujets. Et donc, plus particulièrement pour cet Everest qui nous attend dans l'habitat, il faudrait vraiment qu'on ait une campagne de communication pour, je dirais, voilà, simplement regarder la réalité en face, la France vieillit avec ses besoins. Donc, évidemment, informer. Et il y a un enjeu d'information aussi, de proximité et d'harmonisation de l'information. Aujourd'hui, cette thématique est traditionnellement du secteur médico-social avec une grande décentralisation. C'est les départements qui sont en charge de la perte d'autonomie. Et aujourd'hui, on n'a pas toujours les mêmes messages d'un département à l'autre. Ensuite, tout ce qui est la partie repérage, évaluation, conception et accompagnement de la personne, l'exécution, la validation, et là, on fait appel, je dirais, à des artisans qu'il faudra toujours de plus en plus à la fois qualifier et repérer, afin qu'ils sachent interpréter, par exemple, un diagnostic d'adaptabilité d'un ergothérapeute ou voilà, repérer qu'une personne a une fragilité. Évidemment, Hervé vous l'a parlé, vivre chez soi, eh ben, c'est rester en contact avec l'extérieur. Je n'ai pas parlé, mais effectivement, il y a cette question de transition numérique. Et puis la question des financements, où aujourd'hui, alors on sort finalement dans la transition énergétique d'une ère de complexité sans nom. Sachez que dans la transition démographique, on y est encore, avec des aides dispersées un peu de partout, et que le dispositif MaPrimeRénov' aujourd'hui, qui semble bien fonctionner, qui s'adresse à tous les Français, mais qui est dégressif en fonction des niveaux de revenus, et c'est tout à fait logique, serait particulièrement adapté à travers un dispositif MaPrimeAdapt qui permettrait de sensibiliser tous les Français. Donc, les quelques pistes sur la slide suivante qu'on avait émise, donc c'était effectivement cette campagne nationale de communication avec une action de l'Agence nationale pour l'habitat
qui reste l'agence de référence du logement. L'ADEME également, hein, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie. Elle a changé de nom, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, qui traditionnellement a conduit les grandes campagnes. Donc, ce qu'il faut quand même, c'est que le centre de gravité de la communication migre du médico-social vers le monde du bâtiment. Pour ce faire, en fait, on a imaginé effectivement, alors à la fois de systématiser ou de rendre accessibles des formes de diagnostic, autodiagnostic ou diagnostic d'ergo, et pourquoi pas impliquer les professions immobilières à travers une étiquette accessibilité, comme un diag énergétique, mais en 10 points. On sait très bien que la baignoire posera un problème et que l'escalier posera un problème. Donc, autant que, notamment dans les transactions dans l'ancien, les gens puissent, je dirais, savoir que leur logement nécessitera des travaux s'ils veulent vieillir dedans. À un moment donné, comme ils devront les isoler ou changer le tableau électrique si le diag leur dit qu'il faut le faire. Ensuite, c'est mieux faire connaître et impliquer beaucoup plus la profession d'ergothérapeute. Et puis, on avait émis l'idée également, finalement, pour aider, alors à la fois, évidemment, faire monter en compétence les artisans, mais les aider à se faire repérer par les particuliers et les acteurs publics qui, tous les jours, accompagnent des personnes âgées dans leur perte d'autonomie, de créer un label chapeau qui s'appellerait reconnu garant de l'accessibilité et de l'adaptation des logements, pas recréer une usine à gaz comme on avait créé RGE au début, mais voilà, quelque chose qui permette de mieux repérer ceux qui ont fait l'effort de se former et développer de nouvelles formations. Les aides, j'en ai parlé, simplifier, simplifier, simplifier. Ça ne veut peut-être pas dire plus d'aide, de l'argent il y en a, c'est mieux d'aide, hein, et mieux fléché, qui s'adresse à tout le monde. Harmoniser les pratiques des bailleurs sociaux, ils ont un rôle très important à jouer, hein, dans le parc social, mais aujourd'hui, certains sont exemplaires, d'autres sont un peu en retard, tout simplement parce qu'ils ont pris, par exemple, beaucoup de retard sur la transition énergétique et consacrent très peu d'énergie sur la transition démographique. Donc aujourd'hui, il faut rééquilibrer tout ça. Évidemment, donc, intégrer l'aide à domicile. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier, adapter le logement s'il n'est pas adapté aux personnes qui vont y intervenir. Aujourd'hui, le domicile des uns, comme je dis souvent, est le lieu de travail des autres. Il ne viendrait pas à l'idée, nous, en tant que chef d'entreprise, de faire travailler nos salariés dans des endroits dangereux. C'est même la première responsabilité de l'employeur. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'elles vivent tous les jours parce que leur environnement n'est pas adapté et qu'aujourd'hui, Hervé l'a dit, c'est la profession la plus accidentogène, largement devant le BTP et l'industrie. Et franchement, je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris ça. Et c'est le minimum qu'on doive à ces personnes qui sont au service d'autres personnes et qui le font avec beaucoup d'humilité. Et puis, également un sujet de protection du consommateur. On l'a vu récemment, il y a 2 ans, et d'ailleurs dans Bâti Actu, des entreprises de rénovation énergétique qui ont été condamnées à des peines de prison pour abus de faiblesse. L'âge moyen des personnes était de 76 ans pour d'isolation. Je ne vous laisse pas, je ne fais pas un dessin pour tout le reste. Donc, renforcer la protection du consommateur. Donc, ce rapport, on l'avait écrit avec Luc et beaucoup de participants, je crois qu'on était plus de 80 ou 90, on a consulté des acteurs publics. Et très récemment, donc, je dirais vraiment, alors là pour le coup, on a confié au président de la filière, Luc Broussy, un rapport, on va dire, il appelle ça une mission flash, mais qui a déjà le grand avantage d'être une demande interministérielle, parce qu'effectivement, le sujet est vraiment à cheval entre le médico-social, l'habitat, le logement et l'aménagement du territoire. Alors, le rapport à ce jour, on ne l'a pas encore, puisque je pense qu'il doit être discuté dans les ministères au moment où vous voyez cette conférence. Mais globalement, c'est effectivement, il y a l'adaptation du logement intrinsèque, c'est-à-dire enlever des baignoires, mettre des douches et des sols qui ne glissent pas. Mais il y a tout ce qui va autour. Si on prend par exemple, et vous l'avez cité tout à l'heure, le télétravail, mais c'est également le lien social. Si les réseaux voix, données, images, s'il n'y a pas de numérique, si on n'est pas capable de faire de la télémédecine, le logement finira par ne pas être adapté. Donc, il faut intégrer toute cette dimension-là. L'adaptation de l'urbanisme, parce que, alors Luc le disait déjà à une époque, il faut concevoir la personne dans son logement, le logement dans l'immeuble, l'immeuble dans la rue dans la ville et la ville sur son territoire. Et aujourd'hui, adapter un logement, on ne le fait pas comme on adapterait une prison, quoi. D'ailleurs, on ne parle plus de maintien à domicile, on parle de soutien à domicile. Mais encore faut-il que la personne puisse sortir
et que le mobilier urbain soit adapté, que la ville soit adaptée. Et ça rendra un grand service à tout le monde. Les handicapés le demandent depuis qu'ils existent. Et on s'aperçoit que ça rendra service à des personnes âgées, à des femmes enceintes et ainsi de suite. Évidemment, le sujet des mobilités, puisqu'effectivement, aujourd'hui, si on ne peut plus bouger, c'est la même chose. Adapter un logement au fin fond d'un champ de betteraves avec aucun accès à des transports en commun, ce n'est pas forcément rendre service à la personne. Et il faut imaginer des solutions alternatives. Et puis, l'adaptation des territoires, qui est un sujet vraiment d'aménagement du territoire, qui inclut effectivement le numérique, qui inclut les transports, qui inclut beaucoup de choses. Et puis, Hervé l'a dit tout à l'heure, et on n'a pas arrêté de le dire, cette question transversale et un petit peu lancinante, qui est l'inclusion et l'usage du numérique chez les seniors. Très rapidement, on se dit, ah ben tiens, la solution, c'est la tablette. Oui, mais encore faut-il qu'ils y aient accès. Alors, ils ne sont pas réfractaires, je dirais, au numérique, mais par contre, ils ont une crainte légitime parce qu'il y a une baisse des capacités cognitives. La seule chose qu'ils demandent, c'est qu'il y ait un accompagnement et qu'ils ne soient pas perdus, tout simplement. Et en l'occurrence, les métiers que représente Hervé à travers la Frata ou Filien et ADMR, je dirais aujourd'hui, en sont l'exemple de ne pas laisser sur le bord de la route des gens avec du matériel qu'ils ne pourraient pas utiliser. Donc, c'est bien autour de ces 20 petits points que Luc réfléchit son rapport et que je vous invite à découvrir très certainement dans les colonnes de Bâti Actu quand les arbitrages au niveau des ministères seront faits. Merci à vous tous. Oui, effectivement, nul doute qu'on va certainement consacrer au moins un article sur le sujet. Merci, messieurs, pour cette présentation. On l'a bien vu, en l'occurrence, avec cette tranche de la population, les sujets, les enjeux du logement de demain ne manquent pas, de l'adaptabilité à la santé en passant par la prévention des risques, sans oublier donc bien sûr cette fameuse transition énergétique dont tout le monde parle. Et donc, vous nous avez confirmé que des dispositifs d'aide, d'accompagnement en ce sens existent déjà et qu'on continue encore à travailler dessus. Donc, merci encore, messieurs. Merci également aux spectateurs connectés de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, vous le savez certainement déjà, mais les Assises nationales du logement sont intégralement numériques cette année. Donc, je vous invite à vous rendre sur la page programme de notre plateforme pour retrouver l'ensemble des conférences à suivre, que ce soit en direct ou en replay. Bon visionnage et bonne fin de journée à tous.